Chapitre 5. Au cours de ces cheminements, j'étais enfin parvenue devant les rayons qui contiennent les livres écrits par des vivants, hommes et femmes, car aujourd'hui il y a presque autant de livres écrits par les femmes que par les hommes. Ou si ce n'est pas encore tout à fait vrai, si le sexe masculin est encore le sexe volubile, il est certainement vrai que les femmes n'écrivent plus seulement des romans. Il y a les livres de Jane Harrison sur l'archéologie grecque, ceux de Vernon Lee sur l'esthétique, de Gertrude Bell sur la Perse. Il y a des livres sur toutes sortes de sujets auxquels aucune femme n'aurait pu toucher il y a une génération. Il y a des poèmes, des pièces de théâtre et des œuvres critiques. Il y a des livres d'histoire et des biographies, des livres de voyage, des livres d'érudition et de recherche. Il y a même quelques livres de philosophie et d'autres traitant de science et d'économie. Et bien que les romans continuent de dominer, il se peut très bien que leur association avec des livres d'un autre plumage les ait modifiés. Il se peut que soit dépassée la simplicité naturelle, l'âge épique de la littérature féminine. Il se peut que la lecture et la critique aient donné aux femmes une plus large vue des choses, une plus grande subtilité. Il se peut que soit épuisée la poussée vers la biographie. Les femmes vont peut-être se mettre à faire usage de l'écriture comme d'un art et non plus comme d'un moyen pour s'exprimer elles-mêmes. Parmi ces romans, peut-être trouverons-nous une réponse à plusieurs de ces questions. Je pris un livre au hasard. Il se trouvait à l'extrémité de la rangée et son titre était L'aventure de la vie ou quelque chose du même genre par Mary Carmichael, et il venait de paraître en ce mois d'octobre. Il semble bien que ce soit là le premier livre de son auteur, me dis-je. Mais il faut que je le lise comme s'il continuait tous ceux sur lesquels j'ai jeté un coup d'œil. Poèmes de Lady Winchelsea, pièces de théâtre d'Aphra Behn et romans de nos 4 grandes romancières. Car les livres, malgré notre habitude de les juger isolément, se continuent les uns les autres. Aussi faut-il que je la considère, elle, cette femme inconnue, comme la descendante de toutes ces autres femmes, sur les conditions de vie de qui j'ai jeté un coup d'œil, et que je vois quelle part de ce qui les caractérisa et les limita elle hérite. Aussi, avec un soupir, car les romans bien souvent sont un soporifique et non un excitant, et vous font glisser dans la torpeur au lieu de vous éveiller comme un brandon ardent, je m'installai, pourvu d'un carnet et d'un crayon, pour tirer ce que je pourrais du premier roman de Mary Carmichael, L'aventure de la vie. Pour commencer, je laissai mes yeux courir le long de la page. Je veux, me dis-je, découvrir le rythme de ces phrases avant de charger la mémoire d'yeux bleus et d'yeux bruns et du degré de parenté que peut exister entre Chloé et Roger. Ces choses viendront quand j'aurai décidé si Mary Carmichael tient en main une plume ou un pieu. J'essayai donc 1 ou 2 phrases sur ma langue. Bientôt, il me fut clair jusqu'à l'évidence que quelque chose n'était pas tout à fait dans l'ordre. Le doux glissement d'une phrase à l'autre s'interrompait. Quelque chose accrochait. De temps à autre, un mot jetait sa lumière dans mes yeux. Mary Carmichael ressemble à une personne en train de frotter une allumette qui ne veut pas prendre, pensai-je. Mais pourquoi donc, lui demandai-je, comme si elle avait été présente, les phrases de Jane Austen n'ont-elles pas une coupe qui vous convienne? Faut-il donc qu'on supprime ces phrases parce que Emma et M. Woodhouse sont morts? Quel malheur, soupirai-je, s'il fallait qu'il en fût ainsi. Car, tandis que la prose de Jane Austen passe d'une mélodie à l'autre, comme la musique de Mozart d'un chant à l'autre, cette prose-ci, quand on la lit, vous cause la sensation que vous éprouvez en pleine mer sur un bateau non ponté. On monte, puis on remonte. Cette élégance, ce souffle court peuvent indiquer que l'auteur a peur de quelque chose, peur d'être traité de sentimental peut-être, ou bien se souvient-elle qu'on a qualifié les écrits des femmes de fleuries, et nous poursuit-elle d'un surcroît d'épines. Mais jusqu'au moment où j'aurais lu une scène avec quelque attention, je ne serais pas sûre que Marie est elle-même ou quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, elle n'abaisse pas votre tonus vital, pensai-je, me mettant à lire avec plus de soin. Mais elle amasse trop de faits. Elle ne pourra pas faire usage de la moitié d'entre eux dans un livre de cette dimension. Il était long à peu près comme la moitié de Jane Eyre. Cependant, d'une façon ou d'une autre, elle parvient à nous entasser tous, Roger, Chloé, Olivia, Tony et M. Bingham, dans un canot qui remonte la rivière. Une seconde, pensai-je, me rejetant dans mon fauteuil, il faut, avant de continuer mon chemin, que je regarde tout cela avec un peu plus d'attention. Je suis presque sûre, me dis-je, que Mary Carmichael est en train de nous jouer un tour. Car je me sens comme sur les montagnes russes, quand le chariot, au lieu de descendre, comme tout nous porte à le croire, remonte à grande vitesse. Marie traite empiriquement la séquence attendue. Tout d'abord, elle brisa la phrase.
Maintenant, elle brise la séquence. Soit, elle a le droit de faire l'une et l'autre chose si elle ne les a pas fait seulement pour l'amour de créer. Duquel de ces deux sentiments s'agit-il? Je ne le saurai sûrement que lorsqu'elle aura affronté une situation. Je lui donne toute liberté, dis-je, pour le choix de cette situation. Qu'elle la fasse de bidon en fer blanc et de vieille bouilloire si ça lui plaît. Mais il faut qu'elle parvienne à me convaincre qu'il s'agit bien d'une situation. Puis, quand elle l'aura créée, il faudra bien qu'elle l'affronte. Il faut qu'elle fasse le saut. Et décidée à accomplir mon devoir de lectrice, si elle accomplissait son devoir d'écrivain, je tournais la page et lus. Je suis désolée de m'arrêter aussi brusquement. N'y a-t-il pas d'homme ici? Me promettez-vous que derrière ce rideau rouge, là-bas, ne se cache pas la forme de Sir Charles Byron? Nous sommes entre femmes, vous me le garantissez. Alors je puis vous dire que les mots que je viens de lire sont « Chloé aimait Olivia ». Ne bondissez et ne rougissez pas. Admettons, dans l'intimité de notre propre compagnie, que ce sont là des choses qui, parfois, arrivent. Des femmes, parfois, aiment des femmes. Chloé aimait Olivia, ai-je lu. Et je fus alors frappé de l'immense changement que ce fait représente. Pour la première fois peut-être dans la littérature, Chloé aime Olivia. Cléopâtre n'aimait pas Octavie. À quel point, si cela avait été, Antoine et Cléopâtre s'en fût-il trouvés modifiés? Telles que sont les choses, pensais-je, permettant à mon esprit, j'en ai peur, de s'éloigner quelque peu de l'aventure de la vie, toute l'affaire se trouve peut-être simplifiée et, si on peut dire, rendue absurdement conventionnelle. Le seul sentiment que Cléopâtre éprouve envers Octavie est de jalousie. Est-elle plus grande que moi? Comment arrange-t-elle ses cheveux? Peut-être la pièce n'en demandait-elle pas davantage, mais que des rapports plus compliqués entre ces deux femmes eussent été intéressants. Tous ces rapports entre femmes imaginaires sont par trop simples. Et je tentais de me souvenir de mes lectures, où deux femmes soient représentées comme amies. Il y a une tentative de ce genre dans Diane de la Croisée des Chemins. Il y a des confidentes, bien entendu, dans Racine et dans les tragédies grecques. De ci, de là, il y a des mères et des filles. Mais presque sans exception, les femmes nous sont données dans leur rapport avec les hommes. Il est étrange de penser que, jusqu'au jour de Jane Austen, toutes les femmes importantes de la fiction furent non seulement vues uniquement par des hommes, mais encore uniquement dans leur rapport avec les hommes. Et pourtant ces rapports ne constituent qu'une toute petite partie de leur vie, et qu'un homme sait peu de choses, même de cette petite partie, quand il l'observe à travers les lunettes noires ou roses que le seul fait d'être homme lui pose sur le nez. D'où peut être la nature particulière des femmes fictives, les étonnants extrêmes de leur beauté et de leur horreur, leurs alternatives de bonté céleste et de dépravation diabolique. Car c'est ainsi qu'un amoureux les verrait, si l'on que son amour croîtrait ou décroîtrait, serait heureux ou malheureux. La chose, bien entendu, n'est pas aussi vraie pour les romanciers du XIXe siècle. Les femmes alors deviennent féminines, plus variées et complexes. En vérité, ce fut peut-être le désir d'écrire à propos de femmes qui peu à peu entraîna les hommes à abandonner le drame politique. Celui-ci, avec toute sa violence, ne pouvait faire d'elles qu'un bien petit emploi, et les conduisit à inventer le roman, considéré comme un réceptacle plus indiqué. Cependant, même ainsi, il demeure évident, fût-ce dans les romans de Proust, qu'un homme est terriblement handicapé et partial dans sa connaissance des femmes, comme une femme l'est dans sa connaissance des hommes. Puis, ajoutai-je, abaissant de nouveau mon regard vers la page, il devient évident que les femmes, de même que les hommes, ont d'autres intérêts que leurs éternels intérêts domestiques. Chloé aimait Olivia. Elles avaient un laboratoire en commun. Voici ce que je lus. Et je découvris que ces deux jeunes femmes étaient en train de hacher menu du foie. Le foie étant, semble-t-il, un remède contre l'anémie pernicieuse. Elles travaillaient ainsi, bien que l'une d'elles fût mariée et eût, je crois que je suis dans le vrai en l'affirmant, 2 jeunes enfants. Eh bien, ce genre de choses jusqu'à présent avait toujours été négligé. Et c'est pourquoi l'admirable portrait de la femme imaginaire est infiniment trop simple et monotone. Imaginez, par exemple, que les hommes aient toujours été représentés dans la littérature sous leurs aspects d'amants des femmes, et jamais sous celui d'amis des hommes, de soldats, de penseurs, de rêveurs. Que peu de rôles, alors, leur seraient destinés dans les pièces de Shakespeare, et combien la littérature en souffrirait. Peut-être aurions-nous la plus grande partie d'Othello, et une bonne part d'Antoine, mais nous n'aurions ni César, ni Brutus, ni Hamlet, ni Lear, ni Jacques.
La littérature en serait incroyablement appauvrie, et elle est appauvrie, au-delà de ce que nous en pouvons juger, par toutes ces portes qui ont été refermées sur les femmes. Comment un auteur dramatique eût-il pu faire un tableau complet et véridique de ces créatures mariées contre leur volonté, gardées dans une seule chambre, consacrées à une seule tâche? L'amour était leur seul interprète. Le poète était contraint d'être passionné ou amer, à moins qu'il n'eût choisi de haïr les femmes, ce qui le plus souvent signifiait qu'il n'avait à leurs yeux aucun charme. Si Chloé donc aime Olivia, si elles ont ensemble un laboratoire, ce qui rendra leur amitié plus variée et plus durable, puisque moins personnelle, si Marie Carmichael sait comment écrire, et je commence à goûter certaines des qualités de son style, si elle possède une chambre qui soit à elle, ce dont je ne suis pas absolument sûre, si elle possède bien à elle 500 livres de revenus, ce qui reste à prouver, alors je crois que quelque chose de très important a eu lieu. Car si Chloé, de même qu'Olivia et Marie Carmichael, sait comment s'exprimer, elle fera briller une torche dans cette vaste chambre où, jusqu'à présent, nul n'a pénétré. Tout y est demi-jour et ombre profonde, comme dans ces cavernes sinueuses où l'on descend une bougie à la main, les yeux scrutant chaque recoin et sans savoir où l'on pose le pied. Et je me remis à lire le livre, et lus que Chloé regardait Olivia poser une jarre sur une planche, puis disait qu'il était temps qu'elle rentrât auprès de ses enfants. Voilà un spectacle qui n'a jamais été vu depuis les origines du monde, m'exclamai-je. Et je regardais moi aussi avec la plus grande attention, car je voulais savoir comment Marie Carmichael allait s'y prendre pour attraper ces gestes que nul encore n'a enregistrés, ces mots jamais dits ou dits seulement à moitié, qui se forment à peine plus palpables que les ombres d'une phalène sur un plafond, quand les femmes sont seules et hors de l'éclairage capricieux et coloré de l'autre sexe. Il faudra que Marie Carmichael retienne son souffle, car les femmes sont si méfiantes devant tout intérêt qui ne cache pas un motif évident. Elles sont si terriblement habituées à la dissimulation et au refoulement qu'elles sont hors du champ d'un vieil observateur. La seule façon pour vous de vous y prendre, pensais-je, m'adressant à Marie Carmichael comme si elle avait été là, la seule façon pour vous de vous y prendre serait de parler d'autre chose, tout en gardant les yeux fixés sur la fenêtre et noter, non pas avec un crayon dans un carnet, mais dans la plus rapide des sténographies, en mots à peine esquissés, ce qui arrive quand Olivia, cet organisme qui a été gardé sous roche pendant des millions d'années, sent la lumière tomber sur elle et voit venir vers elle des fragments d'aliments étranges. Connaissance, aventure, art. Elle tend la main pour s'emparer de tout cela, pensais-je, et il lui faut trouver une nouvelle répartition de ses ressources, si intensément développées en vue d'autres fins, afin de pouvoir mêler le nouveau à l'ancien sans troubler l'équilibre infiniment complexe et minutieux de l'ensemble. Mais hélas, je viens de faire ce que j'avais résolu d'éviter. J'ai, sans y penser, glissé dans l'éloge de mon propre sexe. Intensément développé, infiniment complexe, sont indiscutablement des termes laudatifs, et faire l'éloge de son propre sexe est toujours suspect et souvent sot, d'autant plus que je ne sais comment, dans mon cas, je pourrais justifier ce que je viens de dire. Il m'est impossible de me rendre devant une carte de géographie et d'affirmer « Colomb a découvert l'Amérique, et Colomb était une femme », ou de prendre une pomme et de constater « Newton découvrit les lois de la gravitation et Newton fut une femme », ou de regarder vers le ciel et de dire que des avions sont en train de nous survoler et que les avions ont été inventés par des femmes. Il n'y a pas de marque sur le mur qui permette de mesurer la taille précise des femmes. Il n'y a pas de mètre soigneusement divisé en fractions de centimètres que l'on puisse placer le long des qualités d'une bonne mère ou du dévouement d'une fille ou de la fidélité d'une sœur ou des talents d'une ménagère. Peu de femmes, même aujourd'hui, possèdent des titres universitaires. Les grandes épreuves des professions, armée et marine, commerce, politique ou diplomatie, ont encore à peine joué pour elles. Aujourd'hui encore, elles restent presque en dehors de tout classement. Mais si je souhaite savoir tout ce qu'un être humain peut savoir, concernant par exemple Hawley Butts, je n'ai qu'à ouvrir Burke et Debrett, et je trouverai que Sir Hawley Butts a obtenu tel ou tel diplôme, qu'il possède un château, qu'il fut ministre, qu'il représenta la Grande-Bretagne au Canada, et qu'il reçut un certain nombre de titres, de fonctions, de médailles et autres distinctions qui lui impriment ses mérites indélébilement. Seule la Providence peut en savoir plus long sur Sir Hawley Butts. C'est pourquoi quand je dis intensément développé, infiniment complexe en parlant des femmes, il m'est impossible de contrôler mes assertions dans Whittaker, Debrett ou le tableau des universités. Dans cette situation difficile, que faire ?
Et de nouveau, je me tournais vers les casiers de livres. Voici les biographies. Johnson et Goethe, Carlyle et Sterne, et Cowper, et Shelley, et Voltaire, et Browning, et nombre d'autres. Et je me mis à penser à tous ces grands hommes qui, pour une raison ou pour une autre, ont admiré une femme, ont recherché une femme, ont vécu avec une femme, ont compté sur une femme, ont été amoureux d'une femme, ont écrit à propos d'une femme, se sont fiés à une femme, et ont montré ce que l'on ne peut dépeindre comme un besoin, une dépendance de certaines personnes du sexe opposé. Je n'affirmerai pas que toutes ces relations furent absolument platoniques, ce que Sir William Johnson Hicks nierait sans doute. Mais nous ferions tort à ces hommes illustres si nous insistions sur l'idée qu'ils n'obtinrent de ces liaisons que réconfort, flatterie et plaisir du corps. Ce que, de toute évidence, ils obtinrent était quelque chose que les êtres de leur propre sexe étaient incapables de leur donner. Et peut-être ne serait-il pas téméraire de ma part de définir ce qu'ils obtinrent ainsi, sans faire usage des mots indiscutablement extravagants des poètes, comme une sorte de stimulant, de renouvellement de leur force créatrice, qu'il n'est qu'au pouvoir du sexe opposé d'octroyer. L'homme illustre, pensais-je, ouvrait la porte du salon ou de la chambre d'enfant et la trouvait peut-être au milieu de ses enfants, ou avec quelque ouvrage de broderie posé sur ses genoux. En tout cas, au centre d'un ordre différent du sien et d'un système de vie différent du sien, et le contraste entre ces deux mondes, le sien pouvant être la cour de justice ou la chambre des communes, lui donnait immédiatement repos et regain de vigueur. Et il s'ensuivait même, au cours de la conversation la plus simple, une si grande différence naturelle d'opinion que les idées desséchées de l'homme se trouvaient fécondées à nouveau. Et de là, voir qui créait dans un milieu différent du sien stimulait si fort son pouvoir créateur à lui que, peu à peu, son esprit stérile se remettait au travail. Il trouvait l'expression ou la scène qui lui avait fait défaut quand il avait mis son chapeau, pour lui rendre visite. Tout Johnson possède une trale à laquelle il reste profondément attaché pour les raisons que nous venons de voir, et lorsque cette trale épouse son professeur de musique italien, Johnson devient à moitié fou de rage et de dépit, et cela non seulement parce que lui manqueront désormais les agréables soirées de Streatham, mais parce que la lumière de sa vie se sera comme éteinte. Et sans être le Dr Johnson, ou Goethe, ou Carlyle, ou Voltaire, l'on peut sentir, fût-ce tout autrement que ces grands hommes, la nature de cette complexité et la puissance de cette faculté créatrice si développée chez les femmes. On entre dans une chambre. Mais il faudrait étirer jusqu'à leur extrême limite les ressources de la langue anglaise et des volées entières de mots se verraient contraintes de naître illégitimement avant qu'une femme puisse dire ce qui se passe quand elle pénètre dans une chambre. Les chambres diffèrent si totalement les unes des autres. Elles sont calmes et pleines de bruit, donnent sur la mer, ou au contraire, sur la cour d'une prison. Elles sont encombrées de linge qui sèche, ou toutes vivantes d'opale et de soieries. Elles sont rudes comme des crins de chevaux, ou douces comme des plumes. Il suffit d'entrer dans n'importe quelle chambre de n'importe quelle rue pour que se jette à votre face toute cette force extrêmement complexe de la féminité. Comment pourrait-il en être autrement? Car les femmes sont restées assises à l'intérieur de leur maison pendant des millions d'années. Si bien qu'à présent, les murs mêmes sont imprégnés de leur force créatrice. Et cette force créatrice surcharge à ce point la capacité des briques et du mortier qu'il lui faut maintenant trouver autre chose, se harnacher de plumes, de pinceaux, d'affaires et de politique. Mais ce pouvoir créateur des femmes est très différent du pouvoir créateur des hommes. Et l'on est obligé de conclure qu'il serait infiniment regrettable qu'il se trouvât entravé ou gaspillé, car il a été gagné par des siècles de la discipline la plus rigoureuse, et rien n'existe qui puisse prendre sa place. Il serait infiniment regrettable que les femmes écrivissent comme des hommes ou vécussent comme des hommes, car si deux sexes sont tout à fait insuffisants quand on songe à l'étendue et à la diversité du monde, comment nous en tirerions-nous avec un seul? L'éducation ne devrait-elle pas faire ressortir et fortifier les différences plutôt que les ressemblances? Car les choses sont telles que nous ne nous ressemblons déjà que trop. Et si un explorateur pouvait revenir et rapporter le message d'autres sexes, regardant d'autres cieux à travers d'autres arbres, il serait des plus utiles à l'humanité. Et nous aurions par-dessus le marché l'immense plaisir de voir le professeur X se précipiter sur ses jauges pour prouver qu'il est supérieur. Marie Carmichael, pensais-je, continuant de survoler ma page à quelque distance, aura du pain sur la planche, même si elle se contente d'observer. Mais j'ai peur qu'elle ne soit tentée de prendre ce que je crois être la forme la moins intéressante de l'espèce, celle d'un romancier naturaliste
et non celle d'un romancier contemplatif. Tant de faits nouveaux se prêtent à son observation. Elle n'aura plus besoin de se limiter aux honorables maisons de la haute bourgeoisie. Elle entrera, sans bienveillance ni condescendance, mais dans un esprit de camaraderie, dans ces petites chambres parfumées où sont assises la courtisane, la prostituée et la dame au petit chien. Elles sont là, assises, vêtues encore de ces rudes vêtements de confection que l'écrivain homme a mis de force sur leurs épaules. Mais Marie Carmichael sortira ses ciseaux et ajustera les vêtements au moindre creux et à la moindre bosse. Quel curieux spectacle ce sera que de voir ces femmes comme elles sont. Mais nous n'en sommes pas là, car Marie Carmichael est encore tout embarrassée par cette conscience de soi en présence du péché qui est l'héritage de notre barbarie sexuelle. Elle continue de porter au pied la camelote des vieilles entraves de classe. Cependant, la majorité des femmes ne sont ni des prostituées, ni des courtisanes, et elles ne restent pas assises à serrer leurs roquets contre du velours poussiéreux durant tout un après-midi d'été. Mais alors, que font-elles? Et voilà que se présenta à mon esprit l'une de ces longues rues, quelque part du côté sud du fleuve, dont les interminables rangées de maisons abritent une innombrable population. Avec les yeux de l'imagination, je vis une dame très âgée traverser la rue au bras d'une femme entre deux âges, sa fille peut-être, portant des bottines fourrées, de façon si respectable que, pour elle, s'habiller dans l'après-midi doit être un geste rituel, et que leurs vêtements doivent être rangés dans des armoires avec du camphre chaque année pour toute la durée de l'été. Elles traversent la route quand les lampes s'allument, car l'heure du crépuscule est leur heure préférée, comme elles ont dû le faire depuis des années. L'aînée a tout près de 80 ans. Mais si on lui demandait quel sens pour elle a la vie, elle répondrait qu'elle se souvient avoir vu des rues illuminées en l'honneur de la bataille de Balaclava, ou avoir entendu les canons tonner dans Hyde Park à l'occasion de la naissance du roi Édouard VII. Et si quelqu'un demandait, impatient de préciser le moment grâce à une date ou une saison, mais que faisiez-vous le 5 avril 1868 ou le 2 novembre 1875 ? Son regard deviendrait vague et elle dirait qu'elle ne peut se souvenir de rien. Car tous les dîners sont préparés, les assiettes et tasses lavées, les enfants envoyés à l'école et partis à travers le monde. Rien ne reste de tout cela. Tout a disparu, tout est effacé. Ni la biographie ni l'histoire n'ont un mot à dire de ces choses. Et les romans, sans le vouloir, mentent inévitablement. Toutes ces vies infiniment obscures, il reste à les enregistrer, dis-je, m'adressant à Marie Carmichael comme si elle était présente. Et je continuais de parcourir en pensée les rues de Londres, sentant en imagination la pression du silence, l'accumulation des vies non enregistrées, celle des femmes au coin des rues, poings sur les hanches et bagues encastrées dans leurs doigts boursouflés de graisse, qui parlent avec une gesticulation rythmée comme les mots de Shakespeare, celle des marchandes de violettes ou des vendeuses d'allumettes, celle des vieilles postées sous les porches, celle des filles en dérive dont le visage, comme des vagues sous le soleil ou les nuées, signale l'arrivée des hommes et des femmes et les vacillantes lumières des devantures. Tout cela, il faut que vous l'exploriez, tenant fermement votre torche dans la main, dis-je à Marie Carmichael. Mais avant tout, il vous faut éclairer votre propre âme, ses profondeurs et ses bas-fonds, ses vanités et ses générosités, dire ce que signifie à vos yeux votre beauté ou votre laideur. Quels sont vos rapports avec le monde mouvant, tourbillonnant, des gants et des souliers et des tissus qui vont et viennent au milieu des faibles senteurs qui, émanant de flacons de chimistes, passent à travers des arcades de tissus pour robes et au-dessus d'un carrelage en faux marbre. Car en imagination, j'étais entrée dans une boutique. Elle était carrelée de noir et de blanc. Elle était admirablement décorée de rubans de couleur. Marie Carmichael pourrait, certes, jeter ici un coup d'œil en passant, pensais-je. Car voici un spectacle qui se prêterait aussi bien à la description que n'importe quel pré neigeux ou quelle gorge rocheuse des Andes. Et voici encore la fille qui se trouve derrière le comptoir. J'aimerais autant connaître sa véridique histoire que la 150e biographie de Napoléon ou la 70e étude sur Keats et son emploi de l'inversion miltonienne qu'écrivent en ce moment le vieux professeur Z et ses semblables. Puis, prudemment, sur la pointe des pieds, tant je suis lâche, tant j'ai peur du fouet qui naguère a failli s'abattre sur mes propres épaules, je murmurais qu'elle devait aussi apprendre à rire, sans amertume des vanités, disons plutôt des particularités, car c'est là un mot moins blessant, de l'autre sexe. Car nous avons tous une petite place derrière la tête, de la largeur d'un shilling, qui nous reste invisible. C'est là un des bons offices qu'un sexe peut rendre à l'autre,
que de décrire cet endroit large comme un shilling et qui se trouve derrière la tête. Pensez au profit que les femmes ont tiré des commentaires de Juvénal, de la critique de Strindberg. Pensez à la bonté et à l'éclat avec lesquels les hommes, depuis les origines, ont signalé aux femmes cette obscure tâche que nous portons derrière la tête. Et si Marie Carmichael était très brave et très honnête, elle passerait derrière les hommes et nous dirait ce qu'elle y voit. Il sera impossible de faire un portrait fidèle et général de l'homme tant qu'une femme n'aura pas décrit cette tâche de la largeur d'un shilling. Monsieur Woodhouse et Monsieur Casaubon sont des tâches de cette dimension et de cet ordre. Non pas qu'un être de bon sens puisse conseiller aux femmes de faire de propos délibérés œuvre de dérision et de dénigrement. La littérature montre la futilité de ce qui est écrit dans cet esprit. Soyez sincères, aurions-nous envie de dire, et le résultat ne peut manquer d'être étonnamment intéressant. La comédie s'enrichira, et nous ferons la découverte de faits nouveaux. Cependant, il est grand temps que j'abaisse de nouveau les yeux sur mon livre. Il vaudrait mieux, plutôt que de spéculer sur ce que Marie Carmichael pourrait ou devrait écrire, voir ce qu'elle a vraiment écrit. Je me remis donc à lire. Et je me souvins alors que j'avais quelques griefs envers Marie Carmichael. Elle avait brisé la phrase de Jane Austen et de ce fait ne m'avait pas laissé la possibilité de m'enorgueillir de mon goût impeccable et de la délicatesse de mon ouïe. Car il était bien inutile de dire « Oui, oui, tout cela est très beau, mais Jane Austen écrivait beaucoup mieux que vous », quand il me fallait admettre qu'il n'existait aucun point commun entre elles deux. Donc, elle était allée plus loin que Jane Austen, elle avait rompu la succession, l'ordre attendu. Peut-être avait-elle fait cela inconsciemment. Se contentait-elle de donner aux choses leur ordre naturel, comme le ferait toute femme si elle écrivait comme une femme. Mais le résultat était assez surprenant. Impossible de voir une vague se former, une crise se préparer au prochain tournant. C'est pourquoi je ne pouvais me vanter ni de la profondeur de mes sentiments, ni de ma grande connaissance du cœur humain. Car à chaque fois que je me trouvais sur le point de sentir les choses voulues au moment voulu, fût-ce à propos de l'amour ou de la mort, cette importune créature m'arrachait de l'endroit où j'étais, comme si l'essentiel se fût trouvé un tout petit peu plus loin. Et elle me mettait dans l'impossibilité de dérouler mes phrases sonores à propos des sentiments fondamentaux, du fond commun de l'humanité, des profondeurs du cœur humain, et de toutes ces expressions qui nous maintiennent dans la conviction que, sous notre habileté de surface, nous sommes au fond très sérieux, très profonds et des plus humains. Elle me fit sentir que loin d'être sérieuse et profonde et humaine, je pouvais, pensée moins séduisante, n'être que paresseuse d'esprit et conventionnelle par-dessus le marché. Mais je continuais ma lecture, et je remarquais certaines autres choses. Marie n'était pas un génie, c'était évident. Elle ne possédait rien qui ressemblât à l'amour de la nature, à l'ardente imagination, à la sauvage poésie, à la brillante intelligence, à la sagesse sous-jacente de ses devancières, Lady Winchelsea, Charlotte Brontë, Emily Brontë, Jane Austen et George Eliot. Elle ne savait pas écrire avec la mélodie et la dignité de Dorothy Osborne. Au vrai, elle n'était qu'une fille intelligente dont les livres seront certainement mis au pilon par les éditeurs d'ici une dizaine d'années. Néanmoins, elle jouissait de certains avantages qui faisaient défaut, il n'y a qu'un demi-siècle, à des femmes mieux douées qu'elle. Les hommes ne sont plus pour elle la faction adverse. Il ne lui est plus nécessaire de perdre son temps à mettre par défiance des barrières entre elle et eux. Elle n'est plus contrainte de grimper sur le toit et de détruire la paix de son âme en aspirant au voyage, à cette expérience et à cette connaissance du monde et des êtres qu'on lui refusait. La peur et la crainte ont presque disparu de ces livres. Les seules traces qu'on en respire sont une légère exagération de la joie d'être libre, une tendance à la causticité et à la satire plutôt qu'au romanesque, dans sa façon de traiter l'autre sexe. Puis, on ne saurait douter qu'en tant que romancière, elle jouisse de certains avantages naturels d'un ordre élevé. Sa sensibilité s'étend sur de nombreux domaines, elle est ardente et libre. Et elle réagit aux contacts les plus légers. Elle se réjouit comme une plante nouvellement venue à l'air libre de tout ce qu'elle voit et entend. Et cette sensibilité, Marie Carmichael, avec une grande finesse et un grand art, a su la mettre au milieu de choses encore presque inconnues et non cataloguées. Elle projette sa lumière sur les petites choses et permet ainsi de voir qu'après tout, elles ne sont peut-être pas si petites. Elle amène au jour des objets enterrés et l'on se demande alors quelle raison on a bien pu avoir de les enterrer. Bien qu'elle soit maladroite, et ne porte pas en elle cet inconscient héritage de longues générations qui fait une joie pour l'oreille de la moindre phrase d'un Thackeray et d'un Lamb, elle a, je commence à le penser, assimilé la première des grandes leçons. Elle écrit comme une femme, mais comme une femme qui a oublié qu'elle est femme,
si bien que ces pages débordent de ce curieux caractère sexuel qui ne se manifeste que lorsque le sexe n'a plus conscience de lui-même. Voilà qui était apporté à son actif. Mais la richesse des sensations et la finesse des perceptions ne seraient d'aucune utilité si elles ne servaient à bâtir, au-delà de l'expérience et du personnel, un édifice durable. J'avais dit que je patienterais jusqu'à l'instant où Marie affronterait une situation. Et je voulais désigner ainsi le moment où, grâce à des appels, à des signes, à une certaine façon d'assembler les choses, elle me donnerait la preuve qu'elle n'est pas seulement une écrémeuse de surface, mais qu'elle a su regarder plus loin, jusque dans les profondeurs. À un certain moment, elle doit se dire « Voici l'instant où, sans rien faire, qui soit violent, je puis montrer le sens de toute cette histoire. » Et elle se mettrait alors, il est impossible de se tromper à cette recrudescence d'animation, à faire signe et à appeler, et dans notre mémoire surgiraient des choses peut-être à demi oubliées, peut-être tout à fait banales, que dans les autres chapitres nous avions négligées. Et elle parviendrait à nous faire sentir avec autant de naturel que possible la présence de ces choses, tandis que quelqu'un coud ou fume une pipe. Et nous nous sentirions alors, tandis qu'elle continuerait d'écrire, comme si, parvenus au sommet du monde, nous voyions ce monde étendu, très majestueusement, au-dessous de nous. Et elle fit une tentative de cet ordre. Et tandis que je la regardais se grandir pour l'épreuve, je vis, mais j'espérais qu'elle ne les voyait pas, les évêques et les doyens, les docteurs et les professeurs, les patriarches et les pédagogues lui donner en hurlant des avertissements et des conseils. Vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne devez pas faire cela. Seuls les agrégés et les boursiers sont admis sur le gazon. Les dames ne sont pas admises sans lettre de recommandation. Les candidates romancières, les gracieux écrivains féminins, venez par ici. Tous ils se pressaient contre elle, comme la foule contre une barrière sur le champ de course. Et son épreuve consistait à sauter sa barrière, sans regarder à droite ou à gauche. Si vous vous arrêtez pour lancer une malédiction, vous êtes perdu, lui dis-je. Et vous êtes perdu aussi si vous vous arrêtez pour éclater de rire. Hésitez ou tâtonnez, et vous êtes perdu. Ne pensez qu'au saut que vous allez faire, la suppliai-je, comme si j'avais misé sur elle tout mon argent, et elle franchit l'obstacle, comme si elle avait été un oiseau. Mais il y avait une barrière au-delà de la seconde. Je doutais qu'elle eût la force de tenir, tant les applaudissements et les cris mettaient les nerfs à rude épreuve. Mais elle fit tout ce qui lui était possible. Si l'on tient compte du fait que Marie Carmichael n'est pas un génie, mais une jeune fille inconnue qui vient d'écrire son premier roman dans un studio chambre à coucher, sans disposer de ces choses si désirables, le temps, l'argent et le loisir, ce qu'elle fait n'est pas du tout si mal fait, pensai-je. Qu'on lui donne encore 100 ans, vint-je à conclure en lisant le dernier chapitre. Les nez des gens et leurs épaules découvertes se découpaient à nu sous un ciel étoilé, car quelqu'un avait brusquement tiré le rideau du salon. Et qu'on lui donne une chambre personnelle et 500 livres de rente, qu'on la laisse s'exprimer librement et abandonner la moitié de ce qu'elle fourre là aujourd'hui, et un beau jour, elle écrira un livre meilleur. D'ici 100 ans, me dis-je, mettant l'aventure de la vie par Marie Carmichael au bout du rayon, elle sera un poète.